Au Nigeria, 7 élèves et leurs enseignantes ont été kidnappés en pleine classe. Ce sera notre premier sujet. Nous parlerons aussi du Mali. On va évoquer le coup d'État. Que décidera finalement la CEDEAO? La Côte d'Ivoire, la justice confirme l'exclusion des listes électorales de Laurent Gbagbo. Et puis le Togo, la chute des prévisions de croissance 2020 de 5,5% à 1,3%. Voilà le menu. Ce sera avec Firmin Tekoabo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niawi, merci de m'avoir invité. Face à vous, David Jagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin. Bonsoir David. On commence avec le Nigeria. Des hommes armés ont kidnappé en pleine classe 7 élèves et leurs enseignantes. Cela se passe dans un village de l'est du pays à Kaduna, dans le nord du pays, à l'est de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Les assaillants avaient pris place à 2 ou 3 sur une vingtaine de motos. Ils ont envahi le village de Demba Kassaya lundi matin en tirant en l'air. Ils sont entrés dans la classe de Prince Academy où les lycéens préparaient leurs examens de fin d'études. C'est les villageois qui l'ont expliqué. Ils ont enlevé 7 élèves ainsi que leurs enseignante. David, ça ressemble beaucoup à la signature de Boko Haram, parce qu'il faut dire que Boko Haram signifie littéralement l'éducation occidentale est un péché. Avant de répondre à votre question, permettez que je dise toutes mes félicitations à mon fils. Kenneth Jagbavi, qui a brillamment eu son CPD ce matin. Les résultats ont été proclamés. J'ai été appelé, il m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. Je suis vraiment content pour lui et je lui ai promis que je passerai par cette antenne pour lui dire toutes mes félicitations. Alors Kenneth Jagbavi, félicitations Kenneth pour la réussite au CPD. Merci beaucoup. Alors, ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, il y avait eu déjà des cas de kidnapping des élèves d'une école du pays par les djihadistes qui sont venus les chercher. Depuis là, on n'a plus de leurs nouvelles. Les filles de Chibok. Voilà, et donc c'est des enlèvements qui s'opèrent régulièrement par ces terroristes pour justement se faire entendre, se faire dire encore qu'ils sont présents. Et ils choisissent justement les élèves parce que c'est une couche sociale très vulnérable. Et on sait que les écoles dans ces régions du Nigeria ne sont pas toutes sécurisées. Lorsque vous arrivez dans ces écoles, vous ne trouverez pas des militaires positionnés pour justement sécuriser ces écoles. Et donc les incursions régulières de ces djihadistes confirment aujourd'hui que le Nigeria se retrouve encore en pleine crise contre ce terrorisme qui ne finit jamais. Et donc, ces enseignants qui ont été kidnappés vont, comme les autres qui dans le passé ont déjà été kidnappés, vont être convertis en djihadistes pour renforcer les rangs de ces terroristes qui opèrent à partir de leur stratégie que tout le monde connaît. Et c'est ce qui relance un peu le débat. Comment comprendre que des hommes à bord de motos ou alors sur des motos arrivent à organiser des incursions, venir enlever des enseignants et des élèves en plein cours et repartir sans être dérangés ou alors sans être inquiétés par l'armée. Ça relance le débat sur la sécurité dans ces régions. L'État qui a été ciblé sur ce coup-ci a déjà enregistré plusieurs incursions, plusieurs enlèvements des populations et beaucoup plus des enseignants et des élèves. Et aujourd'hui, la population nigériane s'interroge véritablement sur des solutions à apporter à ces problèmes qu'elles traversent ou qu'elles subissent régulièrement. Ces enseignants ne font que leur travail. Ils ont choisi d'être enseignants. Ces élèves sont partis pour avoir des cours, pour réussir justement. Et lorsque vous arrivez à l'école, les terroristes arrivent et vous enlèvent. Ça pose un peu le problème de la sécurité de ces États. Qu'est-ce que le gouvernement central de Lagos fait aujourd'hui pour justement sécuriser ces populations? Est-ce que les enlèvements vont se poursuivre et jusqu'à arriver à quel niveau avant que l'armée ou alors le gouvernement nigérien ne prenne les dispositions sécuritaires pour
apporter ne serait-ce qu'une petite sécurité, mettre la population à l'abri contre ces djihadistes. La question reste toujours posée. Malheureusement, des réponses ne sont toujours pas encore trouvées. Et ça explique aussi l'incapacité de l'armée nigériane de pouvoir faire face à ces terroristes qui opèrent sans être inquiétés et qui viennent procéder à des enlèvements pour justement se faire entendre, pour faire comprendre au gouvernement que des écoles modernes ou occidentales ne sont pas les bienvenues dans ces régions. Tout ce qui rentrera contre l'idéologie de Boko Haram trouvera en tout cas en face des djihadistes qui viendront opérer, qui viendront poser des actes de vandalisme, des meurtres, etc. et repartir. Et aujourd'hui, il faut aussi comprendre que le Nigeria a besoin de concentrer ses énergies sur la question du djihadisme afin de protéger ne serait-ce que ces populations qui régulièrement sont victimes de ces razzias de la part de ces djihadistes. On est dans une zone où on est habitué à ce genre de faits. Ici, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Boko Haram, puisque c'est la pratique, mais à Kaduna, il y a aussi les enlèvements contre rançon qui sont monnaie courante. Oui, bien évidemment, mais jusqu'à présent, cela n'est pas encore revendiqué. La situation n'est pas encore revendiquée par Boko Haram. Oui, mais ce qui est vraiment ce à quoi on doit s'attendre, c'est beaucoup plus Boko Haram. C'est ça qui est beaucoup plus médiatisé et ça nous rappelle bring back our girls. Lorsque Obama était au pouvoir et lorsque cette fille-là avait été enlevée. Que ce soit l'une ou l'autre, ce n'est pas une situation à bien apprécier dans la mesure où c'est la vie des familles qui est en danger. Ces jeunes qui sont à l'école, qui voient leur avenir un peu compliqué, ce n'est pas une situation à encourager. Mais tout compte fait, cela rappelle juste, ou cela ne devrait même pas étonner, ou cela ne devrait même pas surprendre, du moment où tout le monde doit savoir que les premiers clients de Boko Haram, ce sont les élèves. Lorsque Boko Haram a été créé en 99 avec Mohamed Youssouf, c'était quoi? C'était de créer un État. L'idée c'était quoi? Créer un État au nord du Nigeria, prendre les élèves, prendre les filles de joie, prendre les chômeurs, les mettre ensemble, leur formater la psychologie, leur dire l'éducation occidentale est un péché, ce n'est pas une bonne chose. On vous formate la psychologie pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années, et après on crée de petites unités de travail, de petites entreprises, et c'est là où vous travaillez. Et après on vous prend pour aller faire des cours, et avec le temps, avec l'arrivée ou l'émergence de l'État islamique, on peut, après avoir bien travaillé au niveau de Boko Haram, on peut vous passer à l'État islamique. Là, c'est là où on vous envoie en Syrie, dans plusieurs autres pays de même idéologie. C'est la première chose à laquelle il faudra s'attendre. L'État nigérien, dans son ensemble, ou la République fédérale du Nigeria, devrait en réalité s'attendre à ce genre de choses régulièrement. Et à ce niveau, les écoles devront être normalement protégées, ou devraient être protégées régulièrement. Au niveau de toutes les écoles, la sécurité doit être tellement stricte, la sécurité doit être tellement importante, parce que c'est la vie de ces jeunes-là qui est en danger. Du moment où les premiers clients de cette organisation terroriste djihadiste, ce sont les élèves, alors on doit mettre en place un système de sécurité très puissant, très performant, très efficace pour pouvoir protéger la vie de ces jeunes-là. Qu'on ne dise que le gouvernement nigérian ne dise pas aujourd'hui qu'ils ont été surpris. Non, du moment où vous savez que la vie de millions d'élèves est en danger, vous devrez prendre des mesures pour pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a failli, parce que c'est le gouvernement qui est responsable de l'éducation de ces enfants, c'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité de ces enfants. Donc, on ne devrait pas arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Que ce soit de simples enlèvements qui n'ont rien à voir avec l'idéologie Boko Haram, que ce soit Boko Haram, le gouvernement simplement a failli. Du moment où on a l'expérience la plus fraîche, qui est l'enlèvement de c'était des centaines, plus de 200 élèves, filles qui avaient été enlevées. On a cette expérience très fraîche dans nos mémoires. On devrait redoubler de sécurité pour pouvoir éviter
pratiquer ces genres de choses. Regardez, que deviennent la plupart de ces filles, même si certaines ont été libérées par moment, d'autres ont été enceintes. Donc, on a détruit leur vie comme ça. Des jeunes qui avaient un avenir glorieux, peut-être, un avenir comme ça, dont leur avenir prometteur, et on voit un groupe qui détruit leur avenir, qui les enceinte, qui font d'elles des mamans, et c'est le continent qui perd. Donc, le gouvernement nigérien a du pain sur la planche. Il lui faudra redoubler de sécurité pour assurer la sécurité de ces jeunes. Justement, David, on est au nord du Nigeria où les populations sont coutumières de ce genre de faits. Mais on est aussi à Kaduna, ce n'est pas la première fois, et c'est ce que disait Firmin. On sent de la part de l'État nigérien beaucoup de défaillances. Oui, ce n'est pas seulement vis-à-vis de Kaduna, on peut vis-à-vis aussi des États qui ont le malheur de se retrouver dans les zones géographiques où opèrent véritablement ces djihadistes-là. Et donc l'État nigérien a plusieurs fois essayé de combattre ces djihadistes, mais à aucun moment il n'a réussi à apporter des victoires, ou alors il n'a réussi à repousser ces djihadistes-là. Ça se limite seulement à des contre-attaques après les incursions de ces djihadistes. Et vous constaterez aussi que quelques mois plus tard, l'armée qui est déployée pour repousser ces djihadistes revient à la base et expose ces pays ou ces États encore aux assauts de ces djihadistes-là. Donc c'est ce qui, fondamentalement, n'est pas compréhensible par une partie de la population qui estime qu'elle est abandonnée par le gouvernement central de Lagos, et que régulièrement ces incursions visent que des parties ou des zones géographiques qui sont proches de la limite géographique dans laquelle opèrent ces djihadistes-là. Et aujourd'hui, cette question doit mûrir les esprits, surtout vers la fin du mandat du président Buhari, qui avait fait de ce combat une promesse électorale. Les premières années de présidence qu'il a passées à la tête de ce pays n'ont pas donné des résultats adéquats et évidents auxquels s'attendent les populations. Je pense que le président Buhari doit centraliser des réflexions pour véritablement apporter des solutions et trouver des réponses aux questions que se posent les populations de ces États ou de ces zones géographiques qui sont tout le temps victimes des attaques de ces djihadistes-là. Lorsque, dans un État aussi grand ou dans un pays aussi grand que le Nigeria, on remarque qu'une partie de ce pays est toujours victime des assauts de ces djihadistes, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a peut-être une défaillance stratégique, il y a peut-être des points d'accès qui sont régulièrement utilisés par ces djihadistes pour venir opérer dans ces États-là. Et donc il faut trouver des solutions, remobiliser l'armée nigériane pour véritablement apporter et trouver des stratégies de combat et de contre-attaque de ces djihadistes-là. À défaut, à partir du moment où les djihadistes constateront que l'armée nigériane n'est pas capable d'apporter une offensive de contre-attaque vis-à-vis de leurs assauts, eh bien ces djihadistes reviendront tous les jours et ils viseront les couches sociales les plus vulnérables. Et les étudiants, les élèves, les enseignants ne sont pas aussi protégés dans ces zones comme le sont certains dirigeants ou certaines autorités du Nigeria. Le pays est tellement vaste, le Nigeria est tellement vaste qu'il est difficile pour l'armée nigériane de positionner ces éléments pour trouver les failles de ces djihadistes-là et pouvoir les attaquer dans leur base. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre que même si c'est un seul Nigérian qui a été enlevé par Boko Haram ou alors par des groupes djihadistes, c'en est de trop. Il y a eu le cas de ces filles, il y a eu d'autres enlèvements qui ont été opérés dans le passé et régulièrement, chaque année, on recense en tout cas des enlèvements qui sont opérés sur les populations de certaines régions. Ça porte à croire que le président Buhari ou son gouvernement ne se préoccupe pas véritablement du sort de ces populations dans ces États. En même temps, il y a aussi la thèse d'une
d'une certaine complicité entre les assaillants, et qu'ils soient djihadistes ou ceux qui enlèvent contre rançon, avec les forces de police de l'armée qui est préposée justement pour les combattre. Oui, bien évidemment, il y a toujours ces complices-là, mais comment arriver à démanteler ces réseaux? C'est la chose la plus importante. Ça veut dire que les renseignements doivent être tellement forts. Tout le monde, que ce soit au niveau de l'armée, doit être mis sur écoute. Leurs gestes doivent être contrôlés, étudiés minutieusement. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, vous vous demandez comment cela a pu arriver, ou comment cela a-t-il pu se passer si quelqu'un n'a pas filé la mèche. Donc c'est du ressort ou c'est du fait du gouvernement nigérian pour pouvoir éviter ce genre de choses. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la solution peut être aussi panafricaine. Si le Nigeria seul ne peut pas arriver à résoudre ce problème, la solution peut être panafricaine. Bien sûr, au niveau du continent, au niveau de la région ouest africaine, on parle du G5 Sahel. Mais au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il y a une force, la force multinationale mixte qui a été mise en place en 2015. Oui, et cette force doit contenir... Qui peine aussi à trouver financement. Qui peine aussi à trouver financement. Mais regardez, par exemple, si il y a peut-être une attaque imminente au niveau du Tchad, le président tchadien va faire appel à la France et la situation va être déjouée. Mais regardez, s'il y a une attaque aujourd'hui au niveau du Nigeria, où c'est le gouvernement nigérien a toutes les difficultés peut-être pour s'en sortir, on fait appel peut-être à l'Occident et l'Occident militairement va intervenir. Donc ça veut dire on peut quand même trouver des solutions. On peut s'asseoir, réfléchir comment trouver des solutions. Par exemple, cette force multinationale doit composer au moins 8700 hommes. Ces 8700 hommes en réalité devront être déployés au niveau de toutes les zones stratégiques ou de ces zones-là où le terrorisme est imminent. Au niveau du Nigeria, au niveau du G5 Sahel, juste venir en appui à ceux-là qui gèrent la sécurité de ces zones-là. Mais jusqu'à présent, c'est la pause. Oui, c'est la pause. Alors on revient après. Première pause et on revient après.